Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'édition. À Naplouse, dans les territoires occupés, la machine sioniste n'épargne pas les journalistes palestiniens dans un contexte d'escalade après le massacre de Jenin. Et un silence assourdissant de la communauté internationale face aux crimes abominables commis contre la population palestinienne. Dossier énergétique et la gestion de la crise migratoire au menu de la visite de Giorgia Meloni en Libye. Suite des matchs de quart de finale du CHAN 2022, le Niger affronte le Ghana. Le vainqueur affronte l'Algérie mardi prochain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On entame cette édition par l'actualité dans les territoires occupés. Un nouveau martyr à Al-Quds en la personne de Wadih Abou Ramouz. Le jeune Palestinien a succombé à ses blessures après qu'il ait été cible en pleine poitrine. À noter qu'une vague d'interpellations touchant des dizaines de Palestiniens a été menée par les forces d'occupation à Al-Quds occupées dans la nuit de vendredi à samedi. Dans un contexte d'escalade depuis mercredi dernier, les forces d'occupation ont ouvert le feu en direction des journalistes palestiniens au sud de Naplouse, alors que les journalistes ciblés préparaient des rapports concernant la fermeture de l'entrée de la localité de Beïta au sud de Naplouse, malgré le fait que ces journalistes portaient les gilets presse. Notons que des jeunes palestiniens qui se trouvaient dans la même région ont été attaqués par le gaz lacrymogène. Et 48 heures après le massacre de Jenin, le monde a assisté à un silence de la communauté internationale, une indignation timide à l'échelle mondiale, en dépit d'un crime abominable. Les détails avec Safouane Ben Sabri. 2 jours après le raid des forces d'occupation sionistes sur la ville de Jenin faisant 9 morts, suivi d'un silence relatif de la communauté internationale, plusieurs dirigeants, notamment occidentaux, se sont empressés de réagir aux derniers événements d'Al-Quds ayant fait 7 morts, non sans une certaine indignation sélective. Joe Biden s'est entretenu dans la soirée avec le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou, dénonçant une attaque contre le monde civilisé, une impression de déjà-vu. Le même discours avait été tenu lors du lancement de l'opération militaire russe en Ukraine. Le sous-entendu, à peine caché, laisse entendre qu'il s'agit là d'une confrontation entre individus civilisés et non civilisés. Olaf Scholz, chancelier allemand, a lui aussi tenu à réagir, se disant profondément bouleversé par ce qu'il qualifie d'attentat, ayant une pensée pour les familles. Aucun mot cependant sur l'attaque des forces d'occupation sionistes à Jenin, ayant ôté la vie à une femme de 60 ans et blessé plusieurs enfants. Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a lui aussi condamné fermement et exprimé toute sa préoccupation. Le président français Emmanuel Macron s'est lui aussi exprimé, démontrant toute la compassion pour les victimes. Silence radieux en revanche sur les exactions des forces sionistes ayant eu lieu 2 jours auparavant. Force est de constater une indignation sélective de la part des capitales occidentales, où l'indignation semble être conditionnée à l'origine des victimes. Et on en parle des réactions internationales avec M. Jacob Cohen, essayiste et militant antisioniste. Bonsoir, M. Cohen. Bonsoir, monsieur. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir à vous. Alors, M. Cohen, comment vous évaluez la réaction de la communauté internationale face à l'enchaînement de cette escalade? Bon, enfin, ce n'est pas une surprise. Je veux dire, le monde occidental s'est toujours mis derrière Israël. Bon, enfin, je veux dire, c'est une donnée fondamentale des relations internationales depuis des dizaines d'années. Donc, en fait, le monde occidental, stratégiquement, fondamentalement parlant, est aux côtés d'Israël. Donc, à chaque fois qu'Israël est impliqué dans une situation dramatique comme celle de cette semaine, les dirigeants vont prendre fait et cause pour Israël. Pourquoi ? Parce que Israël est l'allié
le chien de garde de l'Occident dans la région. Depuis 50 ans, 60 ans, depuis les années 60 et la guerre de 67, Israël joue le jeu du gendarme au service de l'Occident pour réprimer tout mouvement arabe, mettre les pays arabes dans le droit chemin. Et donc, c'est un allié précieux. Et en plus, c'est une puissance nucléaire avec laquelle on ne joue pas beaucoup. C'est un acteur majeur dans les domaines stratégiques. Donc, des grands pays comme la Chine, l'Inde n'ont pas envie de lui mettre trop de bâtons dans les roues. Et donc, tout ça explique qu'Israël bénéficie, qu'on le veuille ou non. La réalité des relations internationales est basée sur l'intérêt, sur le cynisme, sur le rapport de force. Et donc, Israël présente beaucoup plus d'intérêt aux yeux de la communauté internationale que le malheureux peuple palestinien. Très bien, Monsieur Jacob Cohen, vous étiez avec nous en direct de Paris. Je rappelle que vous êtes essayiste et militant antisioniste. Merci pour cet éclairage. Et les autorités de l'occupation sioniste ont décidé de renforcer leur présence policière et militaire en Cisjordanie et de poursuivre la campagne d'interpellation à Al-Quds avec déjà 42 Palestiniens arrêtés. On reste dans la région. La capitale jordanienne, Amman, a été envahie par des centaines de manifestants descendus dans la rue pour apporter leur soutien à leurs frères palestiniens, notamment les réfugiés du camp de Jenin, objet d'escalade sioniste depuis mercredi dernier. Les travaux de la 7e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, UPCI, débuteront dimanche à Alger sur fond de défis et de menaces auxquels est confronté le monde musulman. Pour ce nouveau rendez-vous, les secrétaires généraux plaident pour la mise en place d'une institution parlementaire au sein de l'organisation. Je pense que tous les parlements ont une bonne proposition sur ce mécanisme. On peut se consulter pour arriver à une version unifiée de ce mécanisme. L'entente se fera en fonction de l'importance des expériences et des échanges entre les pays. Et je pense que cette entente est parfaite, mais la coordination des préparatifs aura besoin de planification. 8 millions de Tunisiens sont appelés à voter dimanche pour élire un nouveau parlement dans le cadre du deuxième tour des législatives. Un total de 262 candidats se présentent au deuxième tour. Pour rappel, le premier tour a été organisé le 17 décembre dernier. 23 candidats, dont 3 femmes, ont été élus sur les 154 sièges que compte l'Assemblée des représentants du peuple. Nous vous le disons en titre, la première ministre italienne Giorgia Meloni effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail en Libye. Pour ce déplacement de Meloni, plusieurs dossiers sont au menu de la visite, notamment l'énergie et le dossier migratoire. Les détails avec Iman Merad. La chef du gouvernement italien Giorgia Meloni s'est rendue ce samedi à Tripoli. Elle a été reçue par son homologue libyen Abdelhamid Dbeiba, un second déplacement en l'espace d'une semaine sur la rive sud de la Méditerranée, et ce, pour évoquer les questions énergétiques, mais aussi des flux migratoires qui constituent une grande problématique. Un partenaire commercial de premier plan de la Libye, précisément dans le domaine des hydrocarbures, avec une importante présence du géant italien Eni dans le pays, doté des plus abondantes réserves de pétrole d'Afrique. À cet effet, un important accord a été signé entre l'Eni et la Compagnie nationale libyenne de pétrole pour le développement de 2 champs gaziers offshore au large de la Libye. En présence de Claudio Descalzi et Giorgia Meloni, le contrat le plus important dans le secteur des hydrocarbures depuis 25 ans. L'Eni compte investir 8 milliards de dollars sur ces sites, susceptibles de produire 850 millions de mètres cubes de gaz par jour, selon Farhat Ben Gdara, le patron de la Société nationale libyenne d'hydrocarbures. En marge du volet économique, la question migratoire est au cœur des entretiens entre les 2 chefs de gouvernement, l'Italie étant directement concernée par l'arrivée massive des migrants clandestins partant des côtes libyennes. Le chaos qui a suivi la chute du régime Kadhafi en 2011 a fait de la Libye une voie privilégiée pour des dizaines de milliers de migrants, originaires d'Afrique subsaharienne, de pays arabes et d'Asie du Sud, cherchant à rejoindre l'Europe. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, la Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse au monde.
L'agence onusienne estime qu'en 2022, plus de 1000 migrants y ont trouvé la mort ou sont portés disparus. Enfin, la question des élections libyennes devrait également être évoquée. Le retour de la stabilité politique et sociale en Libye, une priorité pour Rome, non seulement pour augmenter ses investissements, mais aussi pour mieux gérer le flux migratoire. Et l'approche algérienne en matière d'investissement, notamment étranger, est étroitement liée à la nature des partenariats bilatéraux de l'Algérie avec ses voisins euro-méditerranéens. L'Italie est justement un pays qui sort de la mêlée de par son engagement à travailler dans le sens d'un partenariat économique gagnant-gagnant, durable et équitable. Pourquoi ces pays ont tout à gagner en s'associant? Élément de réponse dans ce sujet préparé par Souhila Kilal. À peine a-t-elle foulé le tarmac de l'aéroport d'Alger, Houari Boumediene, Giorgia Meloni prit la mesure de tout le poids des liens historiques entre l'Algérie et l'Italie. Un partenariat stratégique aux contours économiques se dessine à l'horizon avec des enjeux clairs, renforcer la coopération bilatérale dans tous les secteurs et prospecter de nouvelles opportunités pour l'avenir. Moins de 1000 km à vol d'oiseau séparent Alger de Rome. La visite de Meloni en Algérie confirme que ces deux piliers de la Méditerranée veulent édifier un pan économique entre eux. Les bases sont solides. L'énergie comme fer de lance, les échanges commerciaux et les investissements dans les secteurs clés suivront. Ces secteurs clés, quels sont-ils? D'abord, l'industrie agroalimentaire. En 2021, l'Italie figurait au 3e rang des producteurs agricoles de l'Europe. L'Italie détenait près de 17% de parts de marché sur le continent. Mais ce n'est pas tout. Le pays est un des leaders en matière de production d'agroéquipements. La vente de tracteurs a enregistré une hausse de 58% rien qu'au premier trimestre de 2021. Ça tombe bien, l'Algérie veut produire à la maison l'essentiel de sa consommation agroalimentaire domestique et ouvre le champ des investissements et de la coproduction au niveau local, y compris dans le segment des machines et outils. L'Italie apparaît aujourd'hui comme le meilleur partenaire pour opérer une révolution agricole lancée par l'Algérie. Le rapprochement serait donc naturel au vu de la convergence des intérêts et la compatibilité des modèles économiques. Alger et Rome sont également candidats au renforcement de leur coopération sur le plan technologique car l'Algérie projette également de révolutionner son industrie. Pour ce faire, elle pourra compter sur le savoir-faire italien. Chiffre à l'appui toujours, les machines industrielles italiennes représentent 18% de tout le commerce international. 5000 entreprises sont italiennes. Elles sont spécialisées dans la technologie de pointe pour la création d'instruments mécaniques et de composantes de machines, générant 80 milliards d'euros dans le monde. Les secteurs tels que l'automobile et la manufacture en Algérie bénéficieront inéluctablement d'un apport en matière d'expérience et de transfert technologique en s'associant avec des entreprises italiennes. Concernant le volet énergétique, l'Italie ambitionne de devenir un hub pour l'Europe, à la fois sur le gaz mais également l'électricité. Sécurité énergétique oblige, une manœuvre qui confirme encore une fois la posture du cavalier seul au sein de l'Europe. Si les pays comme l'Allemagne et l'Espagne se sont tournés vers le GNL américain vendu à prix d'or, l'approche italienne semble plus appropriée. Rome scelle un partenariat stratégique à long terme, lui garantissant des approvisionnements sécurisés en gaz naturel, avec des perspectives affichées d'augmenter les volumes via un deuxième gazoduc reliant directement les deux pays. Il apparaît clair au vu de ces données que la visite de Giorgia Meloni en Algérie n'est en rien différente de celle de ses prédécesseurs. Sécuriser et renforcer un partenariat gagnant-gagnant d'excellence, loin des ruines du conflit en Ukraine et ses conséquences sur la situation économique de l'Europe. Direction le Mali où le Conseil de sécurité de l'ONU s'est prononcé sur l'avenir de la MINUSMA à la lumière de la situation sur le terrain et des propositions du secrétaire général Antonio Guterres. Le secrétaire général a salué les progrès politiques au Mali tout en soulignant que la capacité de la MINUSMA de s'acquitter efficacement de son mandat dépend entre autres de l'avancement de la transition politique. De son côté, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a considéré que le défi principal auquel la mission est confrontée est celui de l'adaptation de son mandat à l'environnement sécuritaire dans lequel elle est déployée. Je salue la convergence de vues sur les avancées notables réalisées durant la période sous examen. En effet, le gouvernement, dans sa volonté de refonder l'État malien,
poursuit la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles dans le cadre d'un processus à la fois transparent et inclusif. À l'issue de ces consultations, le gouvernement se propose de soumettre le projet de constitution à la décision finale des Maliennes et des Maliens au cours du référendum prévu pour le mois de mars 2023. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui a suscité beaucoup de débats au sein de ce Conseil, je voudrais réitérer ici, encore une fois et solennellement, l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre sans équivoque sa mise en œuvre diligente, car nous restons convaincus que c'est la voie essentielle pour une stabilité durable dans notre pays. Au Maroc, le scandale de Marogate n'en finit pas de susciter de nouveaux remous, y compris à l'intérieur du pays. Des défenseurs marocains des droits humains ont salué la résolution du Parlement européen sur la dégradation de la liberté de la presse dans le Royaume. Ils expriment à leur tour leurs inquiétudes quant à la détérioration de la situation des migrants subsahariens dans le pays. CHAN 2022 en Algérie, poursuite des matchs de quart de finale avec à l'affiche match Niger contre le Ghana au stade Miloud Hadfi à Oran. Dans l'autre rencontre entre le Madagascar et le Mozambique, les Malgaches ont frappé fort avec le score de 3-1 à l'image d'une première belle réalisation de Solomon Pionana à la 18e minute. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.